2012 par la Compagnie Jésus pour faire la promotion de leurs œuvres missionnaires au Canada, enfin Nouvelle-France. Et donc, je voudrais prendre cet exemple pour revisiter le discours historiographique sur les interprètes en Nouvelle-France, tel qu'il se tient actuellement dans le domaine de la traductologie au Canada. En effet, que ce soit dans les disciplines de l'histoire culturelle ou des études littéraires, de nombreux travaux critiques ont mis en lumière les effets d'appropriation, de déformation et de manipulation de la parole autochtone qui se jouent dans les récits fondateurs de la Nouvelle-France. Or, le récit historiographique traductologique semble continuer à proposer une représentation quelque peu naïve du rôle des interprètes et autres truchements dans les premiers contacts entre les colons et missionnaires européens, d'une part, et les divers peuples autochtones concernés, de l'autre. Et donc, à partir du cas des relations des jésuites, j'aimerais proposer quelques pistes historiographiques qui intègrent ces perspectives critiques dans le discours traductologique historique. L'objectif étant de développer des formes de récits qui abordent de front les complexités linguistiques et discursives, mais aussi bibliographiques et documentaires qui entourent ce chapitre particulier de l'histoire de la traduction. Alors, quelques mots d'abord sur les relations des jésuites. Il s'agit de rapports annuels composés par le supérieur de la Compagnie au Canada pour une année donnée et qui font état de l'avancement des activités missionnaires des jésuites dans les territoires de la Nouvelle-France. Ils rendent aussi compte des difficultés rencontrées. Au premier regard, les relations sont des communications de jésuites à jésuites, si vous voulez, puisque c'est le supérieur de la Nouvelle-France qui écrit à la Maison Mère à Paris. Mais il est évident que leur publication rejoint un public varié. Les récits sont imprimés à Paris chez Sébastien Cramoisy, qui est le grand éditeur de littérature religieuse à l'époque, et ils rencontrent au fil des années un succès de librairie certain. Les lecteurs sont bien sûr des religieux et des dévots, mais aussi un public curieux de nouveautés. Et donc les relations s'inscrivent à la croisée entre le récit missionnaire, la littérature de dévotion et la relation de voyage. L'un des principaux rédacteurs des relations est Paul Lejeune, ancien huguenot converti à la foi catholique. Il est nommé supérieur des Jésuites en Nouvelle-France de 1632 à 1639 et il rédigera donc les relations pour cette période. Il compose aussi des relations en 1640 et 1641, ainsi que les relations des années 53, 55, 57 et 58, cette fois-ci depuis son poste de procureur à Paris. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'une des caractéristiques du récit jésuite, c'est qu'il aborde régulièrement la question des échanges linguistiques entre les missionnaires et les divers peuples autochtones qu'ils cherchent à convertir. La relation est ainsi parcourue de remarques sur la diversité des langues rencontrées, ainsi que la difficulté qu'éprouvent les missionnaires à en saisir l'esprit, tout différent qu'il est, des catégories sémantiques et grammaticales des langues européennes. Donc, vous voyez ici un exemple des propos de Lejeune en 1634 à propos du montagnais ou Inuamun. Je vous laisse regarder les détails et la conclusion de Lejeune, d'où prévient que je les fais souvent rire en parlant, en voulant suivre l'économie de la langue latine ou françoise, ne sachant point ces mots qui signifient plusieurs choses ensemble. Les rédacteurs des relations, et Lejeune tout particulièrement, émaillent ainsi le discours de noms et de termes en langue autochtone, donc des variétés de l'Inuamun et du Huron-Wendat en particulier. Et ces citations sont le plus souvent accompagnées d'une traduction et d'un commentaire en français. Par ailleurs, le récit met en scène de manière assez systématique des interventions de différents acteurs autochtones, qu'il s'agisse de harangues des chefs, de professions de foi des nouveaux convertis, des objections soulevées par les dits sorciers ou de remarques édifiantes de la part des catéchumènes, qui sont des hommes, des femmes et parfois aussi des enfants. Enfin, il est régulièrement fait mention des truchements ou interprètes dont la contribution s'avère cruciale à différents moments de la mission. La plupart de ces truchements demeurent anonymes. On sait que certains sont issus des communautés autochtones locales. D'autres appartiennent sans doute à la classe intermédiaire des interprètes résidents ou des interprètes donnés qui, d'origine française, ont grandi auprès des populations autochtones et en parlent les langues. Certains sont aussi mentionnés, ainsi Nicolas Marcelet, Olivier Le Tardif, Jean Nicolet. Comme Fanny Dion l'a récemment rappelé, les relations représentent une source relativement problématique lorsqu'il s'agit de reconstituer la nature des échanges linguistiques entre missionnaires et peuples autochtones, y compris la place des interprètes et les efforts des missionnaires pour apprendre, documenter et codifier les langues amérindiennes.
Les relations portent en effet la trace de multiples médiations. Interprétation des langues autochtones par les missionnaires, avec ou sans truchement, filtrage de l'information à l'intention des supérieurs, processus d'édition et de publication, et plus généralement, influence du discours missionnaire et colonial de l'époque, qui vient teinter la représentation des langues autochtones et de leurs locuteurs, tel qu'évoqué dans le récit. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, si ces filtres multiples ne sont pas uniques aux relations des jésuites, ils ont fait l'objet d'une analyse approfondie dans le champ des études littéraires. Et je renvoie ici aux travaux de Marie-Christine Piofer, Yael Ouellette, Marie-Christine Gomez-Ferraud et Yvon Le... Et ces travaux ont été plus particulièrement réunis dans un collectif, Voix autochtones dans les récits de la Nouvelle-France, sous la direction de Luc Vaillancourt, Sandrine Tailleur et Émilie Urbain. L'ouvrage a été publié en 2019 dans le cadre de la chaire de recherche sur la parole autochtone à l'Université du Québec à Chicoutimi. Plusieurs des contributions se penchent sur la question des truchements, ainsi que sur les effets de traduction dans les récits de voyage de la Nouvelle-France, et en particulier les relations. Comme mentionné plus haut, les relations mettent régulièrement en scène la parole autochtone, soit par la mention de termes en langue amérindienne, soit par l'inclusion de discours de longueur variée, mais toujours rapportés en français, avec mention ou pas, et on verra que c'est important, du truchement qui assure la médiation linguistique. Ainsi que le note Marie-Christine Gomez-Géraud, la parole autochtone telle que rapportée dans ces récits fait l'objet d'un triple processus de traduction. Il y a d'abord le passage de l'oral à l'écrit, qui représente une rupture de la continuité culturelle, en soumettant les codes de la culture orale à celle de l'imprimé européen. Ensuite, le processus de traduction en tant que tel, dont l'original n'est d'ailleurs évidemment pas fourni. Et enfin, l'interprétation donnée par le récit jésuite, qui opère souvent un processus de déculturation, dans la mesure où il impose à une réalité sociolinguistique donnée les codes interprétatifs et narratifs du récit missionnaire. Et ces processus de traduction-adaptation, note Gomez-Géraud, participent le plus souvent d'un dispositif, et je cite, d'appropriation, de déformation, voire de remotivation de cette parole autochtone par le discours dominant. Et en effet, les filtrages inhérents au discours rapporté se doublent d'effets de traduction qui viennent cautionner les éléments du récit missionnaire. Si le jeune parsème ses relations de termes en langue autochtone, c'est de manière trop parcellaire pour que ces textes fassent une réelle contribution à l'apprentissage des langues par ses co-religionnaires. Il s'agit peut-être d'un effet d'exotisme à l'intention du lectorat plus vaste des relations. Mais aussi, et c'est la prochaine diapo, Yvon Lebras a noté que l'insertion d'expressions traduites représente un artifice permettant à l'ancien maître de rhétorique, le jeune, de mettre en valeur ses dons pédagogiques. Je continue. L'exercice de traduction aurait pour fonction de réduire l'écart existant entre le lecteur et la norme linguistique et culturelle du locuteur amérindien. Lebras remarque également que tout en filant le topos de la modestie et en se plaignant de son manque de compétences dans les langues autochtones, le jeune assume de fait par écrit le rôle du truchement. Et en effet, si les intermédiaires sont parfois mentionnés, comme en passant, la voix narrative prend systématiquement le relais. Et la voix du truchement, je cite, se trouve aussitôt substituée par celle du narrateur, interprétant à l'intention du lecteur la leçon à tirer de ce qu'il dit. La voix de l'autre, par cet effet de traduction, se fond ainsi dans le discours du même. Donc paradoxalement, les effets de traduction maintiennent et renforcent le monopole de la fonction énonciative par le relateur jésuite, qui absorbe et contrôle l'énoncé discursif pourtant présenté comme allogène. Si la parole autochtone est ainsi mobilisée pour cautionner le propos du colon, le discours traduit et rapporté se trouve également enchâssé au sein de schémas narratifs plus vastes. L'analyse littéraire, et en particulier celle des genres discursifs, a ainsi révélé comment les relations jouent avec les codes interprétatifs de divers genres littéraires bien connus de leur lectorat. D'abord l'épopée, ici dans sa facture chrétienne, où les difficultés, les retours de fortune, mais aussi les voies divergentes sont assimilées et réordonnées à une finalité ultime. Évidemment, la plus grande gloire de Dieu, selon la devise des jésuites, ou celle de la couronne de France. Accessoirement, les deux coïncident.
Le lectorat des relations au XVIIe siècle retrouve également dans les dialogues entre les missionnaires et les divers acteurs autochtones, mis en scène au fil des relations, les codes narratifs et interprétatifs de genres aussi divers que la géographie, donc la vie de saint, le récit de conversion, la littérature dévote, la rhétorique de prédication, mais aussi le dialogue pédagogique et le théâtre didactique qui sont chers à l'enseignement jésuite de cette époque. Si les études littéraires ont ainsi permis de contextualiser et de problématiser les effets de discours rapportés propres aux relations et de les inscrire au sein d'un dispositif plus vaste de récupération et déformation de la parole autochtone, l'histoire culturelle et l'ethnographie ont permis en parallèle d'esquisser un contre-récit. Je renvoie par exemple aux travaux de Dominique Deslandres, qui tâche de réinterpréter l'archive écrite par les colons selon les codes culturels et matériels autochtones, tels que les méthodes de l'ethnographie historique permettent de les reconstruire. Il s'agit là de reconstituer un autre cadre interprétatif que celui imposé par le narrateur européen, et de restituer comme à rebours du discours colonisateur les réalités culturelles que le récit de voyage occulte et révèle tout à la fois. Enfin, les travaux récents en histoire du livre ont permis de mettre en lumière les nombreuses médiations matérielles, mais aussi humaines et linguistiques, qui sous-tendent les activités linguistiques des missionnaires et les représentations qui les accompagnent. Et je renvoie aux travaux de Fanny Dione en particulier sur les grammaires et les glossaires manuscrits qui circulent chez les missionnaires et qui ont révélé des effets d'occultation des médiations autochtones dans le discours officiel et dans les textes imprimés. Mais ces travaux ont aussi permis de reconstituer certains éléments de collaboration entre missionnaires et membres des différentes nations amérindiennes. La question des truchements nourrit ainsi depuis plus d'une décennie une réflexion accrue sur les questions de médiation linguistique et discursive dans les récits de Nouvelle-France et sur les défis historiographiques que soulève l'étude de ces textes dans le contexte donc de l'histoire littéraire, culturelle et matérielle. Or, et c'est ma prochaine diapo, ces perspectives critiques semblent singulièrement absentes du discours scientifique en histoire de la traduction, domaine de recherche qui semblerait pourtant le premier concerné par ces questions. Certes, en 1998, Carmen Matabarero avait eu recours aux travaux de Barbara Folkart pour aborder la question des premiers contacts en Nouvelle-France sous un angle traductologique. Elle avait ainsi mobilisé la notion de réénonciation, elle-même développée par Folkart à partir de la réflexion de Brian Mossop sur le traducteur-rapporteur. Et elle avait mis à jour les effets de citation et de récupération de la parole autochtone au sein des récits des premiers contacts. Matabarero soulignait également les décalages épistémiques qui font que les colons et missionnaires interprètent mal, quoique souvent à leur avantage, les codes sémiotiques et les conventions culturelles qu'ils rencontrent dans leurs interactions avec les Premières Nations. Ce précédent a été mentionné par Karim Chagnon dans son article programmatique de 2020, appelant à une décolonisation des études de traduction au Canada. Mais à ma connaissance, il n'a pas eu de suite, donc depuis 1998, dans le domaine de l'histoire de la traduction et de l'interprétation en Nouvelle-France. Au contraire, le récit historiographique au sein de notre discipline, donc en histoire de la traduction, semble maintenir une représentation quelque peu naïve, ou du moins peu problématisée, de la question des truchements dans les premiers contacts entre colons et Premières Nations. Et c'est le cas, à mon avis, de l'ouvrage, un des derniers ouvrages de Jean Delisle, intitulé « Interprète au pays du castor », qui a été publié en 2019. Il a été composé avec la collaboration de Gabriel Huard et Alain Autis et publié aux presses de l'Université Laval. L'ouvrage s'inscrit dans la lignée des travaux précédents de Delisle, dans la mesure où il propose une série de portraits d'interprètes, on pense à son ouvrage sur les portraits de traducteurs et traductrices, et aussi dans la mesure où le propos vise explicitement à la valorisation de la profession par la mise en avant de figures souvent oubliées par le récit historique. Et ici, on voit des liens avec les traducteurs dans l'histoire, donc coécrit avec Judith Wordsworth, ouvrage que vous connaissez sans doute bien. Et le projet Interprète au pays du castor est de fait explicitement présenté comme une entreprise de canonisation, et Delisle utilise le mot d'ailleurs à un autre endroit, donc des interprètes qui sont jugés dignes d'entrer au panthéon de la profession. Et je cite l'introduction, vous l'avez ici sur le diaporama.
C'est à l'historien qu'il convient de juger si tel interprète, connu ou pas, mérite de figurer dans les annales de l'histoire. La tâche de l'historien consisterait ainsi à sélectionner les figures d'interprètes qui seraient compatibles avec la trame narrative exposée dès la première phrase de l'ouvrage, c'est la deuxième citation, l'histoire du Canada est l'épopée d'une succession de rencontres entre des peuples autochtones vivant depuis des millénaires sur un immense continent de forêts entrelacés de lacs et de rivières et d'intrépides aventuriers venus d'outre-Atlantique explorer un nouveau monde. Avec ses échos de l'hymne national, le récit historiographique se place dès le départ sous le signe de l'épopée. On notera que cette dernière cherche clairement à intégrer les relations entre les colons, intrépides aventuriers, et les peuples autochtones associés au territoire, le pays du castor du titre. Mais cette perspective surplombante et glorieuse, où l'historien se pose comme une figure omnisciente et pour ainsi dire ahistorique, semble pour le moins étonnante vu le travail de déconstruction ou du moins de contextualisation de ce genre de discours historiographique au sein des sciences humaines en général, et en particulier pour la question des truchements en Nouvelle-France, comme on vient de le voir. On observe également un certain manque de recul, et c'est ma prochaine diapo, ou du moins de contextualisation discursive dans l'usage des sources historiographiques du XVIIe siècle au sein de l'ouvrage de Delisle. Et je prendrai ici l'exemple de Jean Nicolet, qui ne figure pas au nombre des interprètes sélectionnés pour la Frèse historique, mais qui est mentionné à plusieurs reprises, tantôt comme un précurseur de l'interprète Nicolas Perrault, dont le portrait nous est offert, tantôt comme un exemple édifiant de la reconnaissance des truchements français par les autochtones eux-mêmes. Le ton du récit est uniformément élogieux, ce qui ne va pas sans créer un certain effet de disparate lorsque sont rapportés de manière brute et sans positionnement discursif aucun de la part de l'historien des passages des relations des jésuites, tels que le suivant, et je cite, « Le père Barthélemy Vimont écrit au sujet de Nicolet, il savait manier et tourner les autochtones où il voulait, d'une dextérité qui à peine trouvera son pareil. » En l'absence d'analyse ou de commentaires qui permettent de replacer le discours du supérieur jésuite dans son contexte propre, le lecteur en vient à se demander si le narrateur n'épouse pas ici la perspective de l'auteur de la relation. De même, il nous est mentionné que Nicolet et son beau-frère, et je cite, collaborent étroitement avec les missionnaires. Et je cite encore, leur conduite exemplaire leur vaut des éloges, sans que soit cependant précisée la nature de cette collaboration, ni la valeur des éloges décernés, quoique la citation ici nous en donne peut-être un aperçu. D'où une certaine perplexité, une fois de plus, du lecteur qui aurait du mal à réconcilier le ton quasi hagiographique du récit avec la mention explicite de procédés de manipulation envers les peuples colonisés, manier et tourner les autochtones où ils voulaient. En partant à la recherche de Nicolet dans les relations des jésuites, en partie pour tâcher de résoudre les contradictions apparentes du récit de Delisle, je suis tombée sur un passage de la relation de 1637, où Sieur Nicolet, comme le nomme le jeune, joue un rôle crucial. Il s'agit de la première tentative de recrutement d'enfants de communautés Huron-Wendat, présélectionnés par Brébeuf, pour la création d'un premier séminaire Huron à Québec, à la demande du provincial des Jésuites de Paris. Le récit s'inscrit au sein d'une réflexion plus large de la part de Lejeune sur la nécessité de sédentariser les populations autochtones afin de mieux pouvoir les instruire. Et par instruire, on entend convertir. Le projet est donc, et je serais tentée de dire déjà, de retirer des jeunes enfants à leur famille et de les élever selon la foi chrétienne et les coutumes européennes au sein d'un petit séminaire à Québec. On sait que le rôle des truchements est crucial à l'entreprise. Le jeune rapporte comment Jean Nicolet et d'autres truchements, qui restent ici anonymes, se livrent à de longues tractations pour tâcher de convaincre une communauté de Huron-Wendat près de Trois-Rivières de laisser partir leurs enfants. Et je cite, « Le sieur Nicolet et les autres truchements font ce qu'ils peuvent. On parle tantôt à un sauvage, tantôt à l'autre. On fait des présents. Le père Daniel prie, conjure les enfants de demeurer et leurs parents de leur donner cette liberté. » Finalement, la tentative échoue et le conseil décidera de laisser partir non pas les 12 enfants sélectionnés par Brébeuf, mais 3 jeunes plus âgés.
Et le jeune rapporte que 2 autres communautés locales feront de même. L'importance des truchements est réitérée quelques pages plus tard, lorsque le jésuite note comment l'opération de recrutement finit lorsque les interprètes quittent les missionnaires pour escorter les jeunes à Québec. Or, comme il n'y avait personne qui pût tenir conseil avec eux, c'est-à-dire les communautés autochtones, les truchements étant descendus à Québec, on ne passa pas outre. Si l'épisode met donc en scène le rôle crucial de Nicolet et des autres interprètes, il est également un exemple saisissant des effets de contournement, détournement et récupération de la parole autochtone, selon les termes identifiés par nos collègues mentionnés plus haut. Tout d'abord, contournement et déformation, par l'imposition des catégories européennes et patriarcales sur le contexte socio-culturel radicalement autre du discours original. Le jeune note en effet que ce sont les mères qui ne laissent pas partir leurs enfants. Et il interprète la chose comme la marque d'une affection maternelle démesurée, sans reconnaître évidemment la nature matriarcale des sociétés en présence. Et le fait que même si Brébeuf s'était sans doute entendu avec des interlocuteurs masculins, c'est le Conseil des femmes qui prend les décisions. Ensuite, effet de ventriloquisme et d'assimilation. Le jeune rapporte le cas d'un jeune séminariste qui, malgré tous les bienfaits dont il est comblé donc au séminaire de Québec, est pris de mélancolie, je cite, et demande à rentrer au pays. Survient alors par providence divine un chef de sa communauté qui tâche de le convaincre des avantages de sa situation. Le discours, donc la harangue du chef, est rendu en français dans la relation sans qu'il soit mention d'aucun truchement. L'effacement de la médiation linguistique est ici d'autant plus notable que le discours de l'aîné reprend presque verbatim les propos de le jeune lui-même 2 pages plus haut, lorsqu'il décrivait les avantages de l'entreprise, les bons soins prodigués aux séminaristes et les dépenses encourues par les missionnaires. Et le jeune s'étonnait d'ailleurs de l'ingratitude apparente des dits sauvages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après l'échec de la harangue rapportée par le chef, puisque le jeune finit par rentrer, le récit finit par assimiler le jeune homme, donc Wendat, à la catégorie de l'apostat, manquant de constance dans la foi, selon la structure narrative habituelle du récit missionnaire. D'autres exemples de récupération ou de suppression de la parole autochtone médiée entourent ce récit des premiers pensionnats autochtones, telle l'inclusion dans la relation, c'est ma prochaine diapo, de copies d'une note écrite en français par une petite fille, Wendat, qui avait été placée chez les sœurs de l'hôpital à Dieppe, accompagnée de lettres de la mère supérieure qui font l'éloge de sa piété, sa modestie, sa soumission. Ou encore la décision prise par le jeune de ne pas communiquer à la famille d'un séminariste huron, de peur de représailles, il le dit très clairement, le fait que ce dernier avait été grièvement blessé par un séminariste français, offensé des caresses que le jeune autochtone lui avait faites. Et le jeune préfère mettre la mort de ce dernier au compte de la maladie. De tels procédés de sélection, récupération et assimilation de la parole autochtone, traduite dans les récits des missionnaires, rendent d'autant plus indispensable, bien qu'éminemment difficile, le travail de contextualisation de l'archive de la part des chercheurs. Il semble ici nécessaire de détricoter les trames narratives et tâcher de distinguer les strates de discours, souvent traduits et toujours rapportés, qui se superposent et se fusionnent dans ces récits extrêmement bien ficelés. Le jeune, rappelons-le, est un maître de rhétorique. Ces efforts d'analyse du discours, de documentation textuelle et contextuelle, de séparation entre la voix de l'historien et celle qui s'entremêle dans l'archive sont ici cruciales. Car sans ces précautions, le récit historiographique risque à son tour de reproduire le ventriloquisme problématique de ses sources. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cela me mène à un second élément qui m'a paru assez troublant dans le récit de Delisle entourant Jean Nicolet, à savoir la manière dont les témoignages autochtones y sont mobilisés. Delisle nous rapporte en effet les surnoms qui sont donnés au truchement à diverses reprises. Première citation, cette mise en scène lui vaut aussitôt le nom de Manitou Irignou, c'est-à-dire l'homme merveilleux. Et plus loin, le surnom peut exprimer l'admiration que les Indiens portent à un interprète aussi brave et vaillant qu'eux. C'est le cas de Jean Nicolet, surnommé par les Nipissing Ashira, homme de foi. Sans doute le plus bel éloge que l'on puisse adresser à un interprète. Fin de citation. Les propos élogieux, d'ailleurs répétés à plusieurs reprises dans le récit,
s'aligne clairement avec le projet général de Delisle de défense et illustration de l'interprète en Nouvelle-France. Cependant, aucune source documentaire n'est jamais fournie au lecteur, qui en est réduit à croire l'historien sur parole ou sur parole autochtone rapportée. J'ai cherché à retrouver des traces de ces éloges dans les archives à ma disposition. Et grâce aux collections numériques de la BANQ en particulier, j'ai pu identifier 2 sources écrites pour l'appellation Achira, homme de foi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La première date de 1998. C'est l'histoire des Ursulines de Trois-Rivières, composée ou publiée sous les auspices de la Compagnie de Jésus, comme l'indique la devise AMDG, Ad Majorem Dei Gloriam, qui orne la page de titre. Notez aussi le portrait frontispice à la mémoire du premier archevêque de Trois-Rivières, Monseigneur Thomas Cook, qui était chargé de la mission des Hurons près de Québec avant d'être nommé à Trois-Rivières. La seconde source, prochaine diapo, que j'ai pu repérer, est l'histoire de Jean Nicolet de Henneville par l'abbé Alix, natif comme Nicolet de Normandie, publié en 1904 à la gloire de l'interprète, ainsi qu'à la gloire de Dieu, voire le JMJ en page de titre, qui veut dire Jésus, Marie, Joseph. Ces sources sont bien évidemment loin d'être neutres. Et sans tomber dans la paranoïa documentaire, il est raisonnable de soupçonner que les biais narratifs identifiés autour de cette communication y soient aussi présents. Bien sûr, ma recherche est restreinte par les limites de l'archive écrite, actuellement retraçable et consultable. Il est possible qu'il existe d'autres canaux de transmission orale peut-être, des témoignages rapportés à propos de Nicolet. Mais ici encore, il est de la responsabilité du chercheur que de faire état de ces médiations et le cas échéant, d'éclaircir les contextes documentaires, matériels, historiques et discursifs qui entourent et dans une certaine mesure conditionnent le propos autochtone rapporté. Autrement, le discours historique en vient à offrir une ressemblance troublante avec l'archive qu'il devrait au contraire éclairer. Si je m'attarde ici à souligner les limites de l'approche non réflexive qui se pratique actuellement en histoire de la traduction au Canada, c'est entre autres que le décalage épistémique ainsi créé avec les autres sciences humaines empêche la traductologie d'entrer dans le dialogue critique sur la place des interprètes en Nouvelle-France, les effets de truchement et de multilinguisme dans les récits de voyage et de mission, les représentations des premiers peuples qui se tissent à travers ces relations, et l'influence de ces dernières sur les relations entre colons et peuples autochtones au cours de l'histoire. Ce décalage et le retard ainsi pris par la discipline dans le débat historiographique est d'autant plus regrettable que la traductologie dispose depuis longtemps des outils conceptuels qui permettraient d'aborder ces réalités complexes et d'enrichir ainsi le débat. J'ai mentionné tout à l'heure la réflexion de Barbara Folkart sur la réénonciation. On pourrait également penser aux travaux de Lawrence Venuti, qui ont révélé, bon, dans un contexte très différent, mais qui ont quand même révélé à quel point l'effacement des médiations ouvre la porte à la manipulation textuelle et à l'assimilation culturelle. Dans une perspective postcoloniale, les récits de la Nouvelle-France se prêtent aisément aux analyses proposées par Eric Chaffetz à propos de la colonisation de la Nouvelle-Angleterre et des fictions de traduction, comme il les appelle, qui produisent les premiers récits de voyage. Enfin, les écrits sur la traduction de Gayatri Spivak ont souligné à quel point il est important de porter attention au silence du texte, à ce qui ne peut se lire qu'à travers les mailles du discours dominant, à ce que les subalternes ne peuvent précisément pas exprimer, parce que la voix narrative n'est pas capable ou n'a pas intérêt à le traduire. Voilà quelques-uns des outils théoriques qui pourraient être mobilisés pour offrir une contrepartie proprement traductologique à la réflexion qui se livre actuellement en histoire littéraire, en histoire culturelle et en histoire du livre. On s'est souvent plaint de la dimension déficitaire, pour ainsi dire, de la recherche en traductologie, qui a tendance à importer des concepts. Il me semble qu'il y a ici une belle invitation à prendre notre place dans une réflexion qui dépasse bien sûr les seules questions de traduction et d'interprétation, mais où la discipline aurait certainement une contribution à faire. Quelles seraient alors les directions critiques et méthodologiques à adopter pour une lecture traductologique des premiers contacts entre colons et peuples autochtones en Nouvelle-France? Je voudrais vous livrer pour conclure quelques réflexions préliminaires qui me sont venues pendant mon travail sur les relations en vue d'un programme de recherche à venir.
D'abord, il me semble nécessaire d'enterrer une fois pour toutes le mythe de l'objectivité du récit historique. Dans un échange récent avec Jean Delisle, ce dernier se réclamait de Marc Bloch et de l'École des Annales pour défendre une vision de l'histoire livrant au lecteur la réalité historique telle qu'elle est. Et je cite, telle qu'elle est. Il me semble que dans notre cas, vu la nature éminemment médiée de l'archive, la neutralité est peut-être bien un leurre. Et d'ailleurs, cet idéal est contradictoire avec la posture de l'historien juge de l'histoire, posée par Delisle lui-même en ouverture de son récit. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je me rallierai plutôt à la perspective de Paul Venn, qui, dès les années 70, et en réponse justement à l'École des Annales, notait que les historiens racontent des intrigues, qui sont comme autant d'itinéraires qu'ils tracent à leur guise à travers le très objectif champ événementiel. Dans ce contexte, le récit historique responsable serait celui qui rencontre ouvertement des choix d'itinéraires effectués ou pas, qui documente les différentes strates matérielles, textuelles, interprétatives du terrain exploré et qui expose les codes culturels, discursifs et idéologiques en jeu dans les documents abordés, ce qui permettra au lecteur, à son tour, de les aborder de manière informée. Cela passe bien évidemment par un travail de documentation accrue et la numérisation relativement récente des corpus ouvre des possibilités dans ce sens. Outre l'accès au texte en version numérique, qui est particulièrement apprécié en ce temps de restriction de voyage et de fermeture de bibliothèques, la possibilité de recherche par mots-clés dans certains textes numérisés, par exemple les relations, c'est tout numérisé. Donc cette recherche permet de repérer plus ou moins systématiquement les passages mentionnant les truchements, en général ou nommément. D'autres possibilités incluraient la reconstitution des réseaux de relations, en relevant par exemple les noms des différents locuteurs, autochtones ou français, et de retracer leurs liens avec divers interprètes ou missionnaires dans le cas des relations. Il sera important également de prendre en compte les apports de l'histoire du livre et de l'imprimé pour documenter les liens entre textes imprimés et documents manuscrits, qu'ils soient produits par les missionnaires, leurs collaborateurs ou d'autres acteurs dans la production des textes, par exemple les éditeurs, les imprimeurs, les traducteurs européens. Il y a des enjeux de circulation qui me semblent particulièrement intéressants. Un autre angle important d'analyse serait l'étude systématique des effets de polyglossie ou de plurilinguisme au sein du récit missionnaire. Dans le cas des relations, cela passerait par la collaboration avec des praticiens actuels de diverses langues évoquées, donc l'Innu, Inuamun, Huron-Wendat, et puis il y en a d'autres. Et donc ça serait un élément. On trouve aussi également dans les relations de nombreuses expressions ou citations en latin. Et il serait vraiment intéressant d'étudier les hiérarchies linguistiques et les relations discursives qui se jouent entre ces différentes langues, qui ont toutes des fonctions bien particulières au sein du récit. Enfin, selon la perspective critique de l'histoire connectée, il serait fructueux, à mon avis, d'établir des ponts entre les pratiques décelées dans les relations des jésuites et d'autres écrits missionnaires, non seulement dans les communautés œuvrant en Nouvelle-France, par exemple les Récollets, mais aussi dans d'autres colonies. On sait par exemple que les jésuites ont recyclé pour la Nouvelle-France une partie de leur matériel pédagogique déjà éprouvé dans les missions espagnoles, des catéchismes, des grammaires, mais aussi des supports iconographiques, des airs de musique. Cela permettrait d'inscrire les pratiques de traduction et d'interprétation au sein de mouvements de transfert culturel plus vastes, entre pays colonisateurs et colonies, bien sûr, mais aussi entre les diverses communautés linguistiques en Europe et sur le continent américain. D'autres perspectives sont évidemment envisageables, mais ces dernières permettraient déjà d'approfondir l'étude historique de la place de la traduction dans les récits de Nouvelle-France, d'élargir la perspective au-delà de la valorisation de la fonction interprète au Canada, et de donner aux études en traduction la place qui leur revient dans la réflexion actuelle sur les relations entre colons européens et peuples autochtones, sous le régime français et au-delà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Alice. Je t'applaudis. On peut t'applaudir chacun de notre côté, chacun dans son bureau, chacun chez soi. Merci pour cette belle présentation. Donc, je retiens notamment l'importance d'avoir une approche critique
et aussi peut-être, disons, de se poser comme question, de se demander comme traductologue, qu'est-ce qu'on peut apporter dans ces débats-là, mais aussi pour d'autres disciplines. Mhm. Attendez, Et oui, est-ce que on pourrait peut-être ouvrir, moi je serais prêt à ouvrir la discussion avec la période de questions. Ça te convient? tout à fait. J'essaie de me mettre sur mon Oui. téléphone pour avoir la caméra, mais je ne sais pas si ça va marcher. Essayez. Sinon, je suis prêt à, donc, à ouvrir la discussion si, si vous avez des questions. C'est ça. Donc, vous pouvez lever la main. Marie-Alice, je te dis tout de suite, genre, OK, là, je pense que ça a cessé. Là. Il y avait un espèce de retour de son. Donc, il y a une fonction pour lever la main avec réaction en haut, si vous connaissez. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On va faire des commentaires sur la présentation qu'on vient d'avoir. Oui, Jean Delisle. Je vais ouvrir mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Bon. Alors, je ne pensais pas vraiment occuper autant de place, quoique je m'en doutais dans cette communication. Il est évident que l'auteur de la communication et moi, on ne partage pas tout à fait le même point de vue. L'ouvrage que j'ai publié n'est pas sans défaut, évidemment, mais ce n'est pas un essai traductologique comme Marie-Alice voudrait qu'il fût. C'est un ouvrage dont je n'ai pas, que j'ai mentionné les sources dans le texte. Oui, mais je n'ai pas voulu montrer les fils derrière la tapisserie. J'ai voulu faire un texte dont le narratif est très lisible, principalement. Oui, ça va, oui. Et c'est sûr que dans ce genre d'entreprise, on peut commettre certains excès du côté de l'héroïsme et voir les personnages qu'on admire sous un angle peut-être plus grand qu'ils sont. Et ces jugements-là ne sont pas toujours appuyés par des sources. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a pas été cité de cet ouvrage qu'on dit une approche naïve. Je l'assume parfaitement. Par exemple, dans Madame de Montour, qui est tombée en amour avec un chef autochtone, je sais trouver son nom, Otun Gaga. Et je dis qu'elle était tombée follement amoureuse de cet homme, qui était parti de l'Outaouais pour aller la délivrer à Québec. Elle était prisonnière. Et ça, évidemment, je me suis laissé emporter par la situation et par les personnages. Donc ça mérite d'être corrigé, atténué et ce genre de choses-là. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire que j'ai fait un document, là, j'essaie de me justifier si vous voulez, mais un ouvrage qui est une sorte de musée. C'est-à-dire, je ne voulais pas critiquer tout ce qui était fait comme vous le souhaitiez, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'écrire l'histoire, mais présenter les interprètes dans leur contexte le plus honnêtement possible pour faire voir qu'ils ont quand même été des gens, certains d'entre eux assez exceptionnels. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont été reconnus comme personnages importants au Canada officiellement. Ils ont été reconnus comme tels. Mais c'est sûr qu'on peut reprendre toute cette histoire et en faire une critique avec des concepts traductologiques et plus critiques, bien évidemment. Mais libre à vous de le faire. Et je vais, comme je l'ai dit à la fin de mon article à laquelle je fait allusion,
je vais vous lire avec intérêt. Hein. C'est évident. Hein. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire de la traduction au Canada. Voilà, c'est un commentaire que je voulais faire. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vais la laisser à d'autres aussi. Là. Est-ce que je peux répondre ou... Oui. Ah ben, si vous voulez. D'abord, je voulais dire que je suis honorée de votre présence et puis de l'attention que vous portez à mon propos. Et je pense que c'est aussi parce que vous êtes quand même une éminence là, en histoire de la traduction que j'ai senti le besoin peut-être comment dire, d'ouvrir une autre forme d'histoire. J'enseigne à l'UDM depuis plus de 10 ans et mes étudiants ont lu vous aviez un article dans Meta là, il y a bien longtemps sur les interprètes en Nouvelle-France. Mes étudiants ont lu les interprètes les traducteurs dans l'histoire, les portraits de traductrices, je fais souvent appel, etc. Mais c'est vrai que j'avais un peu un sentiment pas de frustration, mais il me semblait qu'il manquait quelque chose pour ce chapitre particulier de la Nouvelle-France. Et évidemment, c'est un chapitre qui est particulièrement complexe et puis peut-être difficile aussi parce que c'est une époque où, comment dire, les archives, comme je le disais, sont vraiment difficiles à interpréter. Et il me semblait que le discours, comment dire, épique ou tellement positif devait être tempéré par une perspective, disons, plus en sourdine. Il me semble que le contexte aussi appelait à ce genre de réflexion. Mais je suis d'accord avec vous, et puis c'est pour ça que j'ai fini sur Paul Venn en disant il y a plusieurs itinéraires dans l'histoire de la traduction. Donc à nouveau, je voudrais vous remercier pour votre intérêt, puis je salue votre intervention. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. On a une question de Ryan Fraser. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, merci. Bonjour Marie-Alice, merci de m'avoir communiqué pour cette communication que j'ai trouvée très intéressante. J'ai une question pratique là, parce que le livre là, c'est la question de la narration et la question du récit, par exemple. Ce que je vois dans l'ouvrage de Jean, c'est le désir d'une narration, c'est le désir d'un récit. Donner un portrait, c'est faire un récit, c'est faire le récit de quelqu'un ou de quelque chose. Et une narration, il y a des conventions dans la narration qui doivent aller de l'avant. X, Y, Z se passe, par exemple. Et puis, ce qui me semble qu'il faut trouver là, c'est une espèce d'équilibre entre le mouvement en avant de la narration et le questionnement des cadres. Qui est comme peu, le mouvement en avant de la narration, c'est un peu comme le bateau qui traverse l'eau. Et à chaque moment qu'on traverse l'eau, on a toujours le questionnement de ce qui se trouve sous le bateau, dans les multiples cadres qui informent le passage et la constitution du bateau et tout ça. Et voilà, je crois qu'il faut trouver cet équilibre-là. On ne peut pas aller trop loin dans le questionnement des cadres sans interruption grave de la narration qui empêche le mouvement en avant. Et en même temps, on ne peut pas aller de l'avant dans la narration sans questionner les cadres. Et alors voilà, c'est peut-être la raison pour ce qu'on appelle la traduction épaisse, the thick translation, et la traduction commentée, la traduction qui d'un côté, essaie d'aller de l'avant sous forme de copie, par exemple, et puis essaie d'élargir et d'élaborer et d'expliquer et d'aller en profondeur de l'autre côté. Alors, notre défi comme traducteur, notre défi très pratique en effet, c'est de pouvoir faire ces deux choses en même temps. Et c'est ça. Alors, la question de la narration, le problème, est-ce que vous remarquez, là, tu remarques la question de la narration là-dedans, et comment est-ce qu'on peut raconter une histoire qui doit, par exemple, créer des angles morts, qui doit passer sous silence les cadres qui courent en même temps le danger d'être interrompus, là. Voilà. Oui, pour moi, de manière pragmatique, c'est le rôle du paratexte, oui. C'est l'introduction ou un chapitre, justement, qui explique, OK, voilà l'itinéraire que je vous propose. Voilà les angles morts.
Et puis voilà toutes les strates, toutes les strates d'interprétation auxquelles je me risque. Et c'est vrai que c'est un risque qu'on est toujours en train d'interpréter, quoi qu'on fasse. Mais il me semble que ce qui est important, c'est de donner au lecteur les clés. En disant, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas ça l'histoire, c'est l'histoire que je vous raconte. Et puis, j'admets que dans mon récit, j'ai choisi telle ou telle source, ou alors j'ai trouvé telle ou telle source, parce qu'on sait bien que l'histoire, elle est aussi le lieu de la chance. Il y a des fois où on tombe sur quelque chose et on dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose, ou alors on ne trouve pas ce qu'on cherche. Donc, à mon avis, il y a cette espèce de... et c'est pour ça que je parlais de responsabilité, dans le sens de répondre et puis d'afficher de manière ouverte les choix qui ont été faits, les partis pris, parce qu'il y a toujours des partis pris, et puis s'en expliquer. Et c'est là que le lecteur va choisir ou pas de suivre, ou de partir dans un itinéraire, etc. Mais disons que le lecteur n'est pas pris dans un discours surplombant, où c'est juste le narrateur qui tient toutes les ficelles et qui ne donne pas nécessairement les sources qui permettraient de vérifier, etc. etc. Donc, à mon avis, c'est ça. Et donc c'est une approche plus dialogique, je dirais, plutôt que monologique. Okay. Et pour moi, c'est le discours paratextuel. Donc, l'introduction, les notes, la bibliographie, peut-être des commentaires de bibliographie, et puis surtout le commentaire sur les sources, en disant, voilà, on a une source orale, une source écrite, une source médiée, une source directe, une source indirecte, une source forgée, parce qu'il y a des cas fascinants dans le livre aussi, de fausses. donc voilà, donc il me semble que c'est tout ce discours de commentaires qui viendrait, donc sans interrompre à tout moment le récit, au moins l'encadrer. Ok. Merci. Une nouvelle question de Georges Bastin. Oui, bonjour. Merci Marie-Alice et félicitations pour cette étude. Je voudrais revenir sur deux choses que tu as mentionnées. Tout d'abord, l'objectivité de l'historien, mais également l'analyse de discours. Et je pense que ce que tu es en train de faire, c'est ce que j'ai fait moi aussi avec le discours colonial de traductologues éminents espagnols. C'est de l'analyse critique du discours. Parce que c'est beau de narrer les faits, c'est beau d'énumérer des dates et des noms, c'est surtout très bien de réhabiliter notre profession et son rôle dans l'histoire, mais il faut toujours remettre les choses en contexte. Et on ne peut pas laisser nos étudiants, ni certains collègues non prévenus de certains biais philosophiques, culturels, idéologiques ou religieux de certains collègues, de certains historiens traductologues. Et donc c'est là où, comme tu dis, la traductologie peut apporter quelque chose à l'histoire de la traduction. Je pense qu'il est important. Est-ce que tu crois vraiment que l'historien de la traduction, le traductologue historien de la traduction, doit avoir un parti pris, un engagement de quelque nature que ce soit? Je dis, et je l'ai écrit très franchement, que moi je l'ai, cet engagement et ce parti pris, et je ne m'en plains pas, mais j'aimerais connaître ton opinion. Ah, bah écoute, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, on avait déjà parlé de ton travail sur les histoires un petit peu réactionnaires, sur les colonies espagnoles. Là. Alors, moi j'ai envie de dire, comment je me positionne, c'est comme une chercheur. Donc, historienne, il me semble que peut-être que c'est une posture qui est peut-être trop autoritaire, d'une certaine manière. Moi, je pense que je me positionne comme une chercheur. Et donc, une chercheure qui va évidemment avoir un engagement, mais je dirais mon engagement, il est du côté de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au meilleur de mes connaissances, donc en faisant vraiment le travail d'archive et le poussant le plus loin que je puisse le pousser, voilà ce que j'observe. Ensuite, c'est sûr que dans les manières de lire, puis dans les cadres interprétatifs, il va y avoir des cadres que je vais rejeter. Que personnellement, de manière responsable, et alors par exemple, tout le discours
ad maiorem Dei gloriam, hein, où finalement, bon, bah, les gens meurent, mais c'est pour la plus grande gloire de Dieu. On va cacher des affaires, mais c'est pour l'avancement de la mission. Bah, c'est sûr que moi, je ne peux pas rentrer dans ce genre de schéma idéologique ou religieux. Donc, c'est sûr que là, ma position va être critique. Hein. Et puis aussi, le fait d'avoir... Et j'avoue que c'est complètement par hasard que je suis tombée sur le récit du séminaire Huron, là, et puis du premier pensionnat. Bon, alors évidemment, ça tombait à un moment, c'était l'été dernier, là, donc ça tombait à un moment crucial. Donc, c'est sûr que ça a attiré mon attention. Mais d'écrire l'histoire de ces enfants, dont on nous rapporte des lettres où ils disent comment c'est merveilleux, et on nous rapporte comment est-ce qu'ils sont bien traités, combien ils sont contents d'être habillés à l'européenne, etc. Bah, c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de crier à la manipulation. Enfin, c'est... ou du moins, il me semble qu'il y a une question de bon sens. Et ça serait complice, entrer dans la complicité que de ne pas creuser cette distance critique. Donc, engagement, c'est difficile de dire engagé, mais pour sûr, responsabilité. Et ensuite, en laissant au lecteur le choix ou pas d'être d'accord avec la ligne tracée. Mais transparence, pour sûr. En lui donnant les outils à ce lecteur. Exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important de décoder. Et c'est complexe à mourir, mais de décoder, de vraiment, je veux dire, détricoter là, tout ce qui se passe là-dedans. Merci. On approche bientôt de la fin, mais j'ai levé ma main parce que j'aimerais poser une dernière question, puis ensuite, ça va terminer donc l'activité. Ma question, c'est est-ce que dans le travail de l'historien de la traduction, du traductologue, donc on peut en comprendre de ton analyse qu'il y a une nécessité d'avoir une approche critique par rapport aux textes auxquels on a accès, mais est-ce qu'il y a de la place aussi pour un travail collaboratif avec les peuples autochtones? Et je pense notamment à la tradition orale qu'on pourrait peut-être, qui pourrait permettre d'alimenter peut-être l'histoire du livre d'une certaine manière, de manière paradoxale, mais ce serait peut-être intéressant à aller chercher. Absolument, absolument, parce que c'est ça ce que je disais, c'est ça qui manquait. À propos des témoignages autochtones, il y a peut-être une ligne de transmission que je ne connais pas. Moi, j'ai accès à l'archive écrite, puis j'ai été formée pour avoir accès à l'archive écrite. Donc là, ça serait vraiment intéressant de voir, est-ce qu'il y aurait... Alors, je ne sais pas, je ne veux pas faire des documentaires à la Serge Bouchard, mais ça serait important justement peut-être de voir, est-ce qu'il y aurait une transmission orale de la mémoire de ces premiers interprètes. Ça serait super, ça serait fascinant. Et la collaboration aussi, c'est dans la lecture des relations. Je lis le français, je lis très bien le latin, mais par contre, Inuamun du XVIIe siècle, transcrit par les jésuites, là, je ne peux pas. Même chose pour le Wendat. En plus, c'est une variété dont on n'est pas sûr qu'elle est encore vivante. Là. Donc là, c'est sûr que j'aurais besoin de collaboration pour ça. Et puis en plus, si on veut vraiment faire le lien avec les autres entreprises missionnaires, avec Georges, on s'en était déjà parlé, là, il y aurait des liens peut-être à établir. J'étais fascinée quand j'ai vu que le supposé catéchisme de Brébeuf, en fait, c'était une traduction d'un catéchisme espagnol. Donc là, il y a des liens qui se créent. Ou alors, le glossaire de Cartier, dans le bref récit, il se retrouve dans la version italienne de Ramuzio, qui est traduite par Florio en anglais. Donc on a ce glossaire qui circule en Europe. Donc là aussi, il y aurait des liens à faire avec des collègues en histoire du livre, en études italiennes. Vous voyez, donc les perspectives sont multiples. Il y a une question de Jean Delisle. Peut-être ce qu'on pourrait faire, là, je ne sais pas si Marie-Alice, tu veux rester un peu plus. Oui, volontiers, oui. Deux questions. Moi, je peux laisser les gens aller si vous êtes. Je sais qu'il y a des gens qui à 1 heure doivent partir. Fait que ce que je ferais, c'est d'abord remercier
Maxime Bolduc qui nous a assisté pour tout ce qui est technique. Je remercie aussi Marie-Pierre Luneau, Anthony Glinoer, qui sont les directrices et co-directeurs du GREL pour l'organisation de l'événement. Et peut-être on peut prendre une couple de questions et ensuite dépasser un peu l'horaire qu'on s'était donné. Je sais que Jean Delisle et ensuite Sophie Capdeville aussi qui voulait poser une question. Votre micro, Monsieur Delisle. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est ce genre de... je veux simplement mentionner au sujet de la tradition orale que dans le chapitre sur Jerry Podd, je cite des ouvrages qui font appel à la tradition orale, effectivement. Et un dernier commentaire, là, pour justifier la publication de ces portraits d'interprètes, je pense que le but que je m'étais donné aussi, c'était de faire connaître des interprètes qui n'étaient vraiment pas connus, comme je pense à Tana Deltour, qui la connaissait, Tataneuk, qui ont accompagné des explorateurs, Tukulitu et Edirbin. Donc ça, ce sont des interprètes que l'on connaissait très peu chez les Inuits, etc. Et je pense que c'est aussi un devoir, une tâche que peut s'attribuer à un historien, c'est de faire connaître des personnes, des personnages qui ne le sont pas. Et c'est un petit peu dans ce veine-là que je me suis, ce que je me suis fixé comme tâche, et non pas de faire une étude traductologique sur ce que vous avez mentionné. Voilà, c'est tout, je me tais. Merci beaucoup, et c'est très apprécié. Comme je vous dis, c'est justement parce que vous êtes lu et reconnu que je sentais le besoin d'avoir le complément critique. Merci. Peut-être une dernière question là maintenant de Sophie Capdeville. Vous m'entendez? Oui. Bonjour de Finlande. Bonjour. Donc, je travaille avec sur l'histoire du livre Sami en Finlande, qui est une histoire créée par des pasteurs donc protestants, luthériens. Et je vous propose, si c'est possible, d'organiser un jour une séance comparant l'approche des catholiques et des protestants, qui est très différente. Oui. En Finlande, le but des pasteurs était d'asseoir et de renforcer le pouvoir des gouvernements centraux, d'abord suédois, et puis quand la Finlande avait été transférée à la Russie, avec l'arrivée du pouvoir russe, les autorités voulaient asseoir et renforcer le statut autonome accordé par le tsar Alexandre Ier. Et puis, il y a eu la création du mouvement Feynman, qui était accompagné de l'église luthérienne en Finlande. Donc, l'approche est très différente. Oui, c'est fascinant. Déjà, au Canada, il y a le Canada français, le Canada anglais, et on sait que les approches sont très différentes. Oui, mais en Finlande, nous commençons un processus de vérité et de réconciliation dont le modèle est celui qui a été créé au Canada. Ah oui, c'est ça. Et j'ai participé à la rédaction d'un livre sur l'histoire de l'éducation des Samis en Finlande. Et il y a beaucoup de réflexions qui sont faites à ce sujet et on parle beaucoup de l'histoire des Samis en Finlande et des problèmes qui ont été créés au XIXe siècle. Donc c'est une histoire plus tardive. Hein. Oui. Mais c'est une proposition que je vous fais. Oui, très volontiers. Très volontiers. Écoutez, je propose qu'on reste en communication, puis ça sera vraiment intéressant. Il y a le problème du décalage horaire, mais il faut trouver un moment adéquat pour... Ouais. Là, c'est le soir, maintenant, chez nous. Oui, oui. Mais si je peux rebondir un peu sur la question de vérité, réconciliation. Il me semble qu'au Canada français, et puis là je m'excuse à l'avance d'être d'origine française, hein, parce que je sais que c'est difficile, mais il me semble qu'il y a une difficulté, et puis c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de revenir sur la question de la Nouvelle-France, c'est que
le Canada français a été colonisé par l'anglais. Et du coup, il y a vraiment une difficulté à reconnaître le fait qu'ils ont aussi été des colons. Hein. Et c'est pour ça que, je trouve que ce qui est fait par Jean Delisle, justement, quand il nous parle des métis, des personnages qui sont justement à l'interface entre les deux, puis c'est ça, les gens ordinaires qui n'ont pas nécessairement toujours participé au processus de colonisation, c'est sûr que c'est rassurant d'une certaine manière pour l'identité canadienne-française. De se dire, nous, on était les métis, nous, on s'est mélangés, on ne les a pas dominés. Il me semble qu'il y a eu un processus de colonisation. Mm-hmm. Et quand je faisais ma thèse, j'étais attaquée en tant que d'origine française, avec mon nom Capdeville, qui est un nom purement français. On m'a presque agressée en disant non, il n'y a pas eu de colonisation en Finlande. Les Finlandais ont colonisé les terroirs samophones. Mm-hmm. Et on est en train de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de publications sur ce sujet. Mm-hmm. Oui, non, c'est ça, mais c'est difficile. C'est difficile de se dire, au Québec, là, on a été colonisé, mais on a aussi été les colonisateurs. Donc, et c'est vrai on veut toujours être du bon côté de l'histoire. Et donc, il faut aussi quelquefois reconnaître que c'est pas toujours aussi... c'est ça, on n'est pas toujours les bons. Hein. Bon, alors on pourrait dire, oui, Nicolet, il est normand, il est français. mais c'est pour ça qu'il y a aussi un malaise, je pense, au Québec par rapport à ces premiers chapitres de l'histoire. Alors, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe aussi en Finlande ou dans d'autres pays. Je vais envoyer l'adresse de mon site. Ok, excellent. Et on va bientôt terminer. Juste pour dire aussi qu'on a, pour le projet Wikiganisaska, qu'on a une page Facebook et par ailleurs, j'ai mis les informations de Madame Capdeville il y a quelques semaines. C'était moi qui vous avais répondu sur Facebook. Mm-hmm. Voilà, donc vous allez trouver souvent des informations sur notre page Facebook sur tout ce qui a trait aux langues autochtones, à la revitalisation des langues autochtones et aussi à la documentation des langues autochtones. Alors, on termine là-dessus. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à Marie-Alice. Merci à l'aide technique de Maxime et aux gens du GRELC. Et voilà, on reste en contact. Merci beaucoup encore pour cette invitation. Je suis vraiment honorée et puis j'ai hâte à poursuivre la discussion. Merci beaucoup. Merci, au revoir.